Décembre 1944. Sur la table d'inspection d'un centre d'essai d'armes près de Kummersdorf, au sud de Berlin, repose une légère carabine américaine. L'ingénieur allemand Edmond Kahlemann et son équipe sont rassemblés autour, carnet à la main. 2 semaines plus tôt, ils avaient analysé le M1 Garand, et ce qu'ils avaient découvert avait déjà ébranlé leur conception du combat d'infanterie moderne. Mais cette arme est différente. Plus petite, plus légère, et chambrée pour une cartouche qu'ils n'ont encore jamais vue. Une M1 carbine capturée sur des parachutistes américains dans les Ardennes. Ce que ces ingénieurs s'apprêtent à apprendre va révéler une dimension hautement nouvelle des avantages tactiques américains. C'est l'histoire de la manière dont l'Allemagne découvre qu'elle est en retard non seulement en puissance de feu, mais aussi en mobilité, en flexibilité et en pensée industrielle. La M1 carbine arrive à Kummersdorf dans des circonstances inhabituelles. Au début de l'opération Wachta M1, la bataille des Ardennes, des soldats allemands de la première division SS Panzer saisissent un dépôt logistique américain près de Malmedy. Parmi le matériel capturé se trouvent des dizaines de carabines M1 encore dans leurs caisses de transport. Certaines destinées aux troupes aéroportées, d'autres aux officiers et aux équipages de véhicules. Remarquant que ces armes diffèrent du fusil américain standard, un commandant allemand sur le terrain ordonne immédiatement que plusieurs exemplaires soient envoyés à Kummersdorf pour évaluation. Heinemann reçoit les carabines avec une grande curiosité. Le rapport sur le M1 Garand circule encore lentement dans la bureaucratie militaire, mais la nouvelle s'est déjà répandue dans la communauté des essais d'armement. Le fusil semi-automatique américain représente une révolution dans la doctrine de combat d'infanterie. Mais ces nouvelles armes soulèvent d'autres questions. Pourquoi les Américains ont-ils besoin de 2 fusils différents? Quel rôle remplit cette arme plus légère? Et surtout, que révèle son existence sur la pensée tactique américaine que l'Allemagne n'a pas comprise? Il sort la première M1 carbine de sa caisse. Immédiatement, il remarque le poids ou plutôt son absence. La carabine ne pèse que 2,4 kg à vide. Il prend une Kar 98 qu'a sur le râtelier derrière lui pour comparaison. Le fusil allemand pèse 3,7 kg. Le M1 Garand qu'ils ont testé le mois dernier en pèse 4,3. Cette carabine est spectaculairement plus légère. Heinemann la remet à son collègue, l'oberlieutenant Franz Weber, spécialiste en balistique, qui a combattu en France avant d'être réaffecté à l'évaluation des armes après avoir perdu 2 doigts à cause d'un éclat d'obus. Weber met l'arme à l'épaule, vise, manipule la culasse. Ses sourcils se lèvent. Le fusil semble presque jouer comparé aux armes auxquelles ils sont habitués. La crosse est courte, pensée pour un port compact. Le canon ne mesure que 45 cm contre 60 cm pour la Kar 98K. L'arme entière mesure à peine 90 cm. Compacte, légère, maniable. Weber abaisse l'arme et regarde Heinemann avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Ce n'est pas un fusil de bataille au sens traditionnel. C'est tout autre chose, quelque chose que l'armée allemande n'a pas encore conceptualisé. L'équipe commence une documentation systématique. Il photographie la carabine sous tous les angles, mesure chaque dimension, pèse chaque pièce. Le métallurgiste, le docteur Klaus Becker, examine la construction au microscope. Ce qu'ils découvrent correspond exactement à ce qu'ils ont appris sur la philosophie industrielle américaine. La carabine est emboutie, pressée, soudée, plutôt qu'usée dans la masse comme les armes allemandes. Le boîtier est en acier embouti. L'anneau de canon est une simple pièce estampée. La crosse, bien convoyée, est finie de manière sommaire selon les standards allemands. Mais voici ce qui les surprend. Malgré cette construction simplifiée, l'arme est solide. Aucune flexion du boîtier. Les pièces embouties s'ajustent parfaitement. L'ajustement bois-métal est correct, sinon élégant. Les Américains ont accompli quelque chose que l'Allemagne a du mal à reproduire. La production de masses d'armes de qualité acceptable avec un minimum d'usinage et de travail qualifié. Chaque Kar 98 nécessite des heures d'ajustage manuel par des armuriers experts. Cette carabine a probablement été assemblée par des ouvriers semi-qualifiés en quelques minutes. Et pourtant, elle fonctionne. Heinemann se concentre sur le mécanisme. Comme le M1 Garand, la carabine est à gaz et semi-automatique, mais le système est différent. Plus simple à certains égards, plus innovant à d'autres. Elle utilise un piston à gaz à courte course plutôt qu'un long piston comme le Garand. Lors du tir, les gaz propulsifs actionnent un petit piston qui frappe une glissière d'armement. La glissière cycle la culasse, éjecte l'étui et recharge une nouvelle cartouche. Le piston ne se déplace pas avec la culasse, il donne simplement un choc bref puis revient en place. Cela réduit la masse mobile et améliore théoriquement la fiabilité. Weber démonte la carabine méthodiquement. Le démontage est remarquablement simple. Retirez le chargeur.
Tirer la glissière. Appuyer sur le verrou de démontage. Sortir le bloc détente. Retirer la glissière à la culasse. L'ensemble prend 30 secondes. Le remontage est tout aussi rapide. Comparé à la CAR 98K, qui exige des manipulations précises et une compréhension de l'ajustement de la tête de culasse, la différence est frappante. C'est une arme de conscrit, conçue pour des soldats peu formés et sans connaissance d'armurerie. Le système de chargeur attire ensuite l'attention d'Henman. La carabine utilise un chargeur amovible de 15 coups. 15. Pas 5 comme la CAR 98K. Pas 8 comme le M1 Garand. 15 coups en semi-automatique avant de recharger. Et leur chargement est simple, appuyez sur le bouton de déverrouillage, insérez un chargeur plein, relâchez la culasse. 2 ou 3 secondes sous stress. Les chargeurs eux-mêmes sont bien conçus. Acier embouti, soudure par point. Facile à produire, facile à utiliser, et les Américains peuvent en fabriquer des millions. Mais c'est la cartouche qui soulève le plus de questions. Weber examine attentivement les munitions. Marquage, .30 carbine. Le corps de douille est droit, non restreint comme une cartouche de fusil. La balle chemisée pèse environ 110 grains. Il mesure la douille, seulement 33 mm contre 63 mm pour le .30-06 Springfield ou 57 mm pour le 8 mm Mauser. C'est une cartouche intermédiaire, plus puissante qu'une munition de pistolet mais bien moins qu'une munition de fusil. Weber effectue des calculs rapides. Avec la capacité de douille et la masse du projectile, il estime une vitesse initiale d'environ 600 mètres par seconde, une énergie à la bouche autour de 1300 joules. Estimation grossière, mais révélatrice. Cette cartouche fournit environ la moitié de l'énergie d'une munition de fusil standard. Elle ne sera pas efficace à longue distance. Elle ne traversera pas des obstacles lourds. Mais à courte portée, disons moins de 200 mètres, elle tuera certainement un homme. Et avec 15 coups disponibles aussi vite que l'on peut appuyer sur la détente, la létalité à courte portée est dévastatrice. Henman commence à formuler une hypothèse. Les Américains n'ont pas créé cette arme pour remplacer le M1 Garand. Ils l'ont créé pour remplir un rôle complètement différent. Des officiers qui ont besoin d'une arme de défense mais passent la plupart de leur temps à commander plutôt qu'à combattre. Des équipages de véhicules qui ont besoin de quelque chose de plus efficace qu'un pistolet, mais qui ne peuvent pas manier un fusil de grande taille dans un char ou un camion. Des parachutistes qui ont besoin de puissance de feu mais doivent transporter leurs armes en sautant d'un avion. Des opérateurs radio, des équipes de mortiers, des mitrailleurs, bref, quiconque n'est pas un fantassin de première ligne mais doit tout de même pouvoir se battre si nécessaire. Cette carabine est un outil spécialisé pour des rôles spécialisés, et son existence révèle quelque chose de profond sur la manière dont les Américains conçoivent l'équipement de leur armée. Le deuxième jour des essais, l'équipe transporte les M1 carbines vers le champ de tir extérieur. Ils ont préparé des tests comparatifs avec plusieurs armes allemandes, le fusil CAR 98K, le pistolet mitrailleur MP40 et même le STG-44, bien que les munitions pour ce dernier soient rares et doivent être économisées. Un sergent de la division Panzer l'air se porte volontaire comme tireur d'essai. Il a de l'expérience avec de nombreux systèmes d'armes et peut fournir des remarques pratiques du point de vue d'un soldat. Il commence par des tests d'exactitude statique à différentes distances. À 50 mètres, la carabine se comporte admirablement. Le sergent tire 10 coups sur une cible de taille humaine, 8 impacts au centre, 2 en périphérie. Le recul est faible, presque inexistant. Le fonctionnement à gaz et la faible masse mobile produisent très peu de recul ressenti. Les tirs successifs sont rapides. Le sergent vide le chargeur de 15 coups en environ 12 secondes et 14 des 15 tirs atteignent la cible. À 100 mètres, la précision reste correcte, bien que les groupements commencent à s'élargir. 10 tirs donnent un groupement d'environ 20 cm de diamètre, encore efficace au combat. Le sergent remarque que l'alignement des organes de visée est facile, que l'arme se met naturellement à l'épaule, et que la légèreté permet de rester stable en tir rapide. À 200 mètres, les limites apparaissent. La balle légère perd rapidement de la vitesse. Les groupements s'ouvrent à 35 cm ou plus. Certains tirs dérivent dans le vent léger. Le sergent atteint encore la cible, mais la précision diminue. Au-delà de 200 mètres, la carabine lutte. À 300 mètres, les coups au but deviennent sporadiques. Le projectile n'a plus assez d'énergie ni de stabilité. 5 impacts sur 15. Pas efficace à cette distance. Henman note les données méthodiquement. La carabine est précise jusqu'à environ 150 mètres, avec une probabilité de coup au but acceptable jusqu'à 200 m au-delà. C'est une question de chance plus que de compétence.
Comparé au Kar 98K, toujours précis à 400 mètres et encore efficace à 800 mètres, la supériorité allemande semble évidente sur le papier. Mais Henneman se rappelle une leçon du M1 Garand. Ce qui compte n'est pas la supériorité théorique, mais ce qui fonctionne là où les combats ont réellement lieu. En 1944, la majorité des combats d'infanterie se déroulent sous 200 m. Il procède ensuite à des tests de mobilité. Le sergent effectue divers mouvements tactiques avec les différentes armes. Ramper sous des barbelés avec le Kar 98K est faisable, mais le long fusil s'accroche. Avec le M1 carbine, il passe sans effort. Monter et descendre d'un véhicule avec le Kar 98K est maladroit. Avec la carabine, c'est naturel. Au déploiement rapide, assis, arme au sol. Au signal, saisir et tirer à 50 m. Le Kar 98K demande un positionnement précis. Le MP40 est rapide, mais la crosse pliante nécessite une action. Le M1 carbine est instantané. Saisir, épauler, tirer. C'est l'arme la plus rapide à mettre en action. Pour un soldat dont le rôle principal n'est pas le combat direct, cet avantage est majeur. Weber mène ensuite des tests de pénétration pour analyser les performances terminales du projectile. À 50 mètres, contre le bois, la carabine traverse 20 cm de pain sans difficulté. Contre des sacs de sable, un seul sac arrête le projectile. Contre une plaque d'acier, incapacité à perforer même 6 mm. Comparé à la cartouche 8 mm Mauser du Kar 98K, qui traverse 12 mm d'acier, la différence est considérable. Henneman note, la carabine est efficace contre des cibles humaines, mais incapable de percer des blindages ou un couvert solide. Ce n'est pas une arme pour briser des positions fortifiées. Mais encore une fois, dans la majorité des combats, les soldats tirent sur des ennemis exposés ou légèrement protégés, pas derrière des plaques d'acier. Ils testent enfin la fiabilité en conditions extrêmes. 500 coups sans nettoyage, une seule défaillance corrigée par un simple essuyage. Immersion dans l'eau pendant 1 heure, l'arme tire immédiatement. Sable et boue dans le mécanisme, l'arme fonctionne encore, même si elle ralentit. Après 20 tirs, le système à gaz nettoie lui-même les impuretés. Weber secoue la tête, impressionné. Les Américains ont créé une arme à l'épreuve du soldat. Elle ne demande presque aucun entretien. Elle n'exige pas des conditions propres. Elle fonctionne lorsqu'elle est maltraitée, négligée ou utilisée brutalement. Voilà ce qui arrive lorsque les concepteurs d'armes comprennent que le combat est chaos et que des soldats sous le feu n'ont pas le temps de s'occuper d'un équipement délicat. Comparez cela aux armes allemandes qui nécessitent généralement un entretien méticuleux. Le verrou du Kar 98K doit être maintenu propre et légèrement huilé. Le MP40 doit être soigneusement entretenu sous peine d'enrayement. Même le STG-44, aussi avancé soit-il, exige un nettoyage régulier pour rester fiable. La carabine américaine semble presque indifférente à l'entretien. Au 3e jour, Henneman en a suffisamment vu pour comprendre le tableau tactique. Il passe la soirée à rédiger des notes préliminaires qui formeront la base de son rapport officiel. La M1 carbine représente une solution nettement américaine à un problème que l'Allemagne n'a jamais vraiment défini. La question n'est pas de donner un fusil à chaque soldat. La question est de donner à chaque soldat la puissance de feu appropriée à sa fonction. Les Américains ont compris que tous les membres d'une organisation militaire ne sont pas des fantassins. Les équipages de véhicules, les officiers, les opérateurs radio, les infirmiers, les artilleurs, les ingénieurs. Tous ces rôles nécessitent du personnel armé qui n'est pas censé mener des combats prolongés comme un fantassin. Traditionnellement, ces personnels portaient des pistolets ou, dans certains cas, des pistolets mitrailleurs. Les pistolets sont des armes strictement défensives. Portée efficace 25 mètres au mieux. Capacité limitée. Précision difficile sous stress. C'est mieux que rien, mais à peine. Les pistolets mitrailleurs sont meilleurs en combat rapproché. Tir rapide, maniable, mais tirent des munitions de pistolet. Leur portée efficace dépasse rarement 100 m. Ils offrent peu de flexibilité tactique. La carabine, elle, se situe entre les deux. Elle offre une portée comparable à un fusil jusqu'à 200 mètres avec une visée correcte. Elle permet un tir semi-automatique aussi rapide que l'on presse la détente. Elle est suffisamment légère pour que du personnel non combattant puisse la porter sans gêne. Elle est assez compacte pour être utilisée dans les véhicules, avions ou espaces confinés. Et surtout, elle est chambrée pour une cartouche unique qui ne concurrence pas la production des munitions de fusil ou de pistolet. Ce dernier point intéresse particulièrement Henneman. L'Allemagne produit des munitions de fusil 8 mm Mauser, des munitions de pistolet 9 mm,
Toutes les armes doivent utiliser l'un ou l'autre calibre, ce qui crée une concurrence entre leurs chaînes de production. Les Américains produisent le .30-06 pour les fusils, le .45 ACP pour les pistolets, le .30 carbine pour les carabines. 3 lignes de production distinctes, 3 logistiques distinctes, mais beaucoup plus de flexibilité dans la conception des armes. Seule une nation dotée de la capacité industrielle des États-Unis peut se permettre cela. L'Allemagne ne pourrait jamais soutenir 3 types de munitions principales pour armes individuelles. Les Américains, eux, le peuvent, et cela leur permet d'optimiser leurs armes pour des rôles spécifiques plutôt que de créer des designs généralistes compromis. Weber ajoute d'autres observations. Le chargeur de 15 coups de la carabine donne au personnel non combattant une puissance de feu significative. Un membre d'équipage de chars américain dispose de 15 coups en semi-automatique. Comparez cela aux membres d'équipage allemand armés d'un pistolet P-38. 8 coups, difficile à tirer précisément. Ou un MP-40. 32 coups, mais une portée très limitée. L'approche américaine offre un compromis beaucoup plus pratique. Les équipages de véhicules ne sont pas censés attaquer des positions ennemies, mais il peut avoir à se défendre si leur véhicule est immobilisé. Pour ce rôle, la carabine est presque idéale. Heinemann analyse ensuite les implications stratégiques. En décembre 1944, l'industrie américaine a produit environ 2,5 millions de M1 carbines. La production continue à environ 400 000 par mois. Cette seule arme a été distribuée plus largement que n'importe quelle autre arme légère américaine. Réfléchissez à ce que cela signifie. Des millions d'Américains qui auraient traditionnellement porté un pistolet portent maintenant une arme semi-automatique efficace jusqu'à 200 M. Les Américains ont pratiquement effacé la distinction entre troupes de combat et troupes de soutien en termes de puissance de feu. Un commis d'intendance armé d'une carabine peut se battre presque aussi efficacement qu'un fantassin armé d'un garand, du moins à courte portée. L'Allemagne n'a rien de comparable. Le MP-40 s'en rapproche, mais tire une munition de pistolet à une portée médiocre. Le STG-44 est supérieur à bien des égards, mais sa production est trop faible et il est réservé à l'infanterie de première ligne. La majorité du personnel allemand non-infanterie transporte des pistolets presque inutiles au-delà du corps à corps. Cela crée une vulnérabilité majeure. Les unités logistiques, état-major, batteries d'artillerie américaines peuvent toutes se battre comme de l'infanterie en cas d'urgence. Leurs équivalents allemands sont pratiquement sans défense. Cela a un impact énorme en combat fluide, exactement le type de guerre qui caractérise la fin du conflit. L'équipe examine d'autres aspects de la carabine. Les organes de visée sont simples mais efficaces. Un œilleton rabattable réglé pour 150 et 300 mètres. Un guidon protégé, rapide à aligner, adéquat pour le combat. La sûreté est un levier rotatif sur le pontet. Pousser vers l'avant égale feu. Tirer vers l'arrière égale sûreté. Une commande intuitive, utilisable sans regarder. Les attaches de bretelles permettent plusieurs modes de port. À l'épaule, en travers du dos ou style africain. La crosse, bien que grossière selon les standards allemands, est en réalité très ergonomique. Courte, adaptée aux soldats moyens américains, mais avec une longueur de tir confortable pour le tir rapide. Becker, le métallurgiste, étudie attentivement les techniques de fabrication. Le canon est matricé à froid, classique, mais la chambre est usinée avec un minimum de finition manuelle. Rayures classiques, 4 rayures, pas à droite. Le boîtier est la pièce la plus intéressante. Il est composé de 2 moitiés en acier embouti, soudées ensemble. Dans la philosophie allemande, ce serait jugé inférieur à un boîtier entièrement usiné, mais les Américains ont fait en sorte que cela fonctionne. Il est probablement plus solide que nécessaire, surdimensionné pour compenser la moindre précision de fabrication. Plus lourd qu'un design optimisé, mais extrêmement rapide à produire. Le verrou est usiné, mais à partir de barres simples, sans opération complexe. L'extracteur est un simple clip ressort. L'éjecteur un simple plot fixe. Le percuteur est un modèle simple, à ressort. Tout est réduit au strict minimum fonctionnel. Pas de pièces superflues. Très peu d'ajustages fins. C'est une ingénierie pensée pour la production de masse et c'est brillamment pragmatique. Les concepteurs allemands pensent en termes de performance optimale. Les Américains pensent en termes de performance suffisante avec une production maximale. Quand il faut équiper des millions de soldats, l'approche américaine gagne. Heinemann passe le 4e jour à rédiger des scénarios tactiques illustrant l'impact de la carabine. Scénario 1. L'équipage d'un char Panther allemand est immobilisé par un canon anti-char. L'équipage doit évacuer et se frayer un chemin à pied jusqu'aux lignes amies.
Le commandant est armé d'un pistolet P-38 avec 2 chargeurs de rechange. Le tireur dispose d'un MP-40 avec 3 chargeurs de rechange. Les autres membres de l'équipage sont armés de pistolets. Ils rencontrent une patrouille américaine à 75e. L'équipage allemand est dépassé en puissance de feu. Les pistolets sont inutiles à cette distance. Le MP-40 peut riposter, mais avec une précision minimale. Ils sont contraints de se replier sans engager le combat. Maintenant, considérons le même scénario avec des équipages américains. Leur Sherman est immobilisé. L'équipage évacue le véhicule. Chaque homme est armé d'une M1 carbine avec 2 chargeurs de rechange. Il rencontre une patrouille allemande à 75e. Chaque Américain peut immédiatement engager avec un tir semi-automatique précis. 5 hommes avec des carabines tirent 75 cartouches en 15 secondes lors du premier contact. Ils obtiennent la supériorité de feu et neutralisent soit la patrouille, soit la suppriment suffisamment pour manœuvrer. Ce scénario illustre pourquoi la carabine est importante. Elle transforme le personnel de soutien en combattant. Scénario 2. Opération aéroportée américaine. Les parachutistes doivent porter leurs armes pendant le saut et combattre immédiatement à l'atterrissage, souvent dans des terrains encombrés comme les haies ou les forêts. La M1 Garand, avec ses 4,3 kg et 1,1 m de longueur, est maniable mais encombrante. La M1 Carbine, 2,4 kg et 90 cm, est beaucoup plus facile à porter en saut, à déployer rapidement et à manœuvrer dans des espaces confinés. La doctrine aéroportée américaine équipe de nombreux parachutistes de carabines, reconnaissant que l'avantage en poids et en taille compense largement la portée réduite pour des troupes combattant principalement en terrain rapproché. Les parachutistes allemands transportent des fusils standards ou des armes pliantes spécialisées, comme le FG-42, efficace mais plus lourde et complexe. La solution américaine est plus simple et probablement plus pratique pour la plupart des rôles aéroportés. Scénario 3. Sécurité en zone arrière. Les deux armées doivent protéger les dépôts de ravitaillement, état-major et centres de communication contre les raids ou infiltrations ennemies. La doctrine allemande attribue une infanterie limitée à cette tâche. La plupart des personnels des installations arrières sont armés de pistolets, si tant est qu'ils le soient. La doctrine américaine suppose que tout le personnel peut combattre. Commis, cuisiniers, conducteurs, tous portent des carabines. Lorsqu'un dépôt américain est menacé, des centaines de personnes peuvent immédiatement engager le feu avec des armes semi-automatiques. Lorsqu'un dépôt allemand est menacé, la défense se limite à l'infanterie assignée et à ceux qui ont un MP-40. Les Américains disposent d'une capacité défensive bien plus profonde. Weber souligne les limites de la carabine. L'arme n'est pas adaptée à tous les rôles. Les fantassins menant des combats prolongés ont besoin de la portée et de la puissance de la M1 Garand. Les combats à longue distance nécessitent des fusils à pleine puissance. Dans des terrains ouverts où les engagements dépassent 200 mètres, le Kar 98K est préféré. Malgré son fonctionnement manuel, la carabine ne peut ni percer les protections légères ni traverser les abris solides. Elle n'est pas un remplacement du fusil de bataille et les Américains ne l'utilisent pas ainsi. C'est une arme complémentaire pour des niches spécifiques. Mais voici l'idée clé. Les Américains peuvent se permettre de déployer les deux armes. Ils produisent des M1 Garand pour l'infanterie et des M1 Carbine pour tous les autres. L'Allemagne peine à produire suffisamment de Kar 98K, encore moins plusieurs types spécialisés. La production du STG-44 est trop limitée pour faire une différence. L'Allemagne doit faire des compromis, distribuant une arme unique à la plupart du personnel et acceptant ses limitations. Les Américains ne font pas de compromis. Ils produisent des armes optimisées pour chaque rôle et équipent leur armée en conséquence. C'est l'avantage d'une capacité industrielle supérieure traduite en flexibilité tactique. Enamant examine les manuels d'entraînement américains pour la carabine. Ces documents révèlent la méthodologie de formation américaine. Les nouvelles recrues reçoivent un entraînement de familiarisation avec la carabine et les bases du maniement, même si elles porteront éventuellement d'autres armes. Ainsi, tout le monde s'est chargé, tirer et résoudre les dysfonctionnements. Les soldats qui reçoivent une carabine suivent un entraînement supplémentaire axé sur engagement rapide à courte distance, tir en mouvement, changement rapide de chargeur. L'accent est mis sur la vitesse et le volume de feu plutôt que sur la précision absolue, cohérent avec les caractéristiques et l'usage prévu de l'arme. Les manuels révèlent aussi l'étendue de la distribution de la carabine. Officiers d'infanterie portent des carabines au lieu de pistolets. Sous-officiers dans les unités non-infanterie portent des carabines. La police militaire porte des carabines. Les équipages de véhicules, troupes aéroportées, artilleurs, ingénieurs, signaleurs, médecins, tous reçoivent des carabines.
L'arme est devenue l'armement par défaut américain pour toute personne dont le rôle principal n'est pas le combat de fantassins. Ceci représente un changement fondamental dans la manière dont une armée conçoit l'équipement de son personnel. Au 5e jour, Enamant mène des entretiens avec des soldats allemands ayant combattu contre les Américains. Il souhaite une perspective du front sur la performance réelle de la carabine par rapport aux tests contrôlés. Un chef de peloton de la 352e division d'infanterie fournit des observations détaillées. Il a combattu en Normandie, à travers la France et en Allemagne. Il a affronté les forces américaines de manière intensive. Le lieutenant décrit une embuscade contre une colonne de ravitaillement américaine. Son peloton engage à environ 100 mètres depuis des positions cachées. Les conducteurs de camions américains et le personnel de ravitaillement ouvrent immédiatement le feu avec des carabines. Le volume de tir surprend. Pas dévastateur comme face au M1 Garand, mais suffisant pour neutraliser et forcer les Allemands à se protéger. Certains Américains débarquent et manœuvrent pendant que d'autres fournissent un tir de couverture. Les Allemands abandonnent l'embuscade, reconnaissant qu'ils ne faisaient pas face à une logistique impuissante mais à des combattants armés capables de riposter efficacement. Évaluation du lieutenant. Nous pensions qu'ils paniqueraient et fuiraient. Au lieu de cela, ils ont combattu. Ces petites carabines ne sont pas puissantes. Mais lorsque 20 hommes tirent en même temps, cela suffit à nous faire reconsidérer l'attaque. Un autre soldat, vétéran des combats dans les Ardennes, décrit sa rencontre avec des parachutistes américains. Beaucoup portaient des carabines dans les forêts belges à portée rapprochée, 50 à 150 mètres. Les carabines étaient redoutables. Les Américains se déplaçaient rapidement dans la forêt, les armes courtes ne s'accrochant pas aux branches ou sous-bois. Ils tiraient rapidement, suppriment les positions allemandes tout en manœuvrant. Le vétéran commente. Les combattre, c'était comme affronter des pistolets mitrailleurs qui pouvaient tirer avec précision à plus longue distance. Dans les forêts, leurs carabines étaient meilleures que nos fusils. Nous ne pouvions pas exploiter notre avantage de portée, et eux pouvaient tirer plus vite. Ces entretiens confirment l'analyse de Enamant. La carabine n'est pas une arme miracle, mais un outil efficace, parfaitement adapté à certaines situations tactiques. Les Américains le comprennent. Ils ne demandent pas à la carabine d'être autre chose qu'elle n'est. Ils la distribuent aux bonnes personnes pour les bons usages. C'est une pensée militaire sophistiquée, reconnaissant que différents rôles nécessitent différents outils et acceptant la complexité logistique de soutenir plusieurs types d'armes pour optimiser la tactique. Enamant considère les alternatives de l'Allemagne. L'Allemagne pourrait-elle produire une arme similaire? Techniquement, oui. Le design n'est pas extraordinairement complexe, mais pratiquement, non. L'Allemagne manque de capacités industrielles et de ressources pour développer, produire et déployer un nouveau type d'armes en quantité significative. Les installations de production sont constamment bombardées. Les matières premières sont rares. Les ouvriers qualifiés deviennent de plus en plus indisponibles. L'Allemagne lutte déjà pour maintenir la production des armes existantes. Ajouter un nouveau type est impossible. Même si la production était possible, la logistique serait problématique. L'Allemagne peine déjà à fournir des munitions pour ses armes existantes. Ajouter un nouveau type de cartouche mettrait le système logistique à rude épreuve. Les Américains peuvent gérer des chaînes d'approvisionnement distinctes pour le .30-06, le 45 ACP et le .30 carbine car ils disposent de chemins de fer fonctionnels, de transports routiers fiables et de lignes d'approvisionnement sécurisées. L'Allemagne, elle, a des lignes ferroviaires bombardées quotidiennement, des véhicules sans carburant et des convois exposés aux attaques aériennes. Toute complexité supplémentaire serait fatale. La seule arme allemande approchant le concept de la carabine est le STG-44. Il utilise une cartouche intermédiaire, le 7,92 x 33 mm Kurz. Il est à tir sélectif, semi-automatique et automatique complet. Efficace jusqu'à 300 mètres, mieux que la carabine, mais il pèse 5,2 kg chargé, plus du double de la carabine. Il est plus long, plus complexe, et la production est minimale, peut-être 425 000 exemplaires au total d'ici la fin de la guerre, contre des millions de carabines. Le STG-44 est probablement plus avancé que la carabine, mais l'Allemagne ne peut pas en produire suffisamment pour que cela ait un impact. Enamant termine son rapport officiel le 23 décembre 1944. Le document compte 63 pages, comprenant des schémas techniques, des données balistiques, des tableaux comparatifs et une analyse tactique. Il est soigneusement structuré, conscient que ce rapport doit convaincre des officiers supérieurs qui ne voudront peut-être pas entendre que l'Allemagne est encore en retard dans un autre domaine de la technologie militaire. L'introduction résume les caractéristiques fondamentales de la M1 carbine. Fusil semi-automatique à gaz,
Cartouche intermédiaire, .30 carbine. Chargeur détachable de 15 coups. Poids 2,4 kg. Portée efficace 200 mètres. Et note que la production américaine dépasse 2,5 millions d'unités, avec un rythme de fabrication élevé qui se poursuit. Il insiste sur le fait que cette arme est distribuée au personnel non infanterie, créant une force où virtuellement chaque soldat possède une puissance de feu efficace. La section d'analyse technique détaille la conception de la carabine, les méthodes de fabrication et les caractéristiques opérationnelles. Hénamant est honnête sur les forces et les limites. La carabine excelle en mobilité, fiabilité, facilité d'utilisation et capacité de production. Sa portée, sa pénétration et sa puissance d'arrêt sont limitées par rapport au fusil de bataille. Mais pour ses rôles prévus, elle est bien conçue et très efficace. La section sur les implications tactiques est la plus importante. Hénamant soutient que la carabine représente une philosophie de puissance de feu total. Les Américains ont rejeté la distinction traditionnelle entre troupes de combat et troupes de soutien. Chaque soldat américain, quel que soit son rôle, porte une arme efficace jusqu'à 200 mètres avec tir semi-automatique. Cela crée une flexibilité tactique et une profondeur défensive que l'Allemagne ne peut égaler. Les colonnes d'approvisionnement américaines peuvent se défendre. Les états-majors américains peuvent combattre si submergés. Les équipages de véhicules américains ne sont pas impuissants s'ils doivent se battre à pied. Cela compte énormément dans des situations de combat fluide où les arrières deviennent contestés. Hénamant inclut des scénarios comparatifs montrant la performance des unités américaines équipées de carabines face aux équivalents allemands armés de pistolets dans diverses situations. Les scénarios favorisent systématiquement les Américains. Il précise soigneusement qu'il ne s'agit pas de la qualité des soldats. Les soldats allemands sont aussi courageux et compétents que n'importe lesquels, mais ils sont équipés d'armes optimisées pour un type de guerre différent. La section la plus accablante traite de l'incapacité de l'Allemagne à réagir. Hénamant ne ménage pas ses mots. L'Allemagne ne peut pas développer et produire une arme comparable à temps pour influencer l'issue de la guerre. La capacité industrielle est trop limitée. Les ressources trop rares. Le système logistique ne pourrait pas soutenir un autre type de munitions. L'Allemagne doit se battre avec l'équipement existant en acceptant les désavantages tactiques qui en résultent. Il mentionne le STG-44 comme alternative potentielle, mais reconnaît que les limitations de production empêchent qu'il soit une véritable solution. La conclusion est brève et directe. La M1 carbine illustre la philosophie militaire américaine. Équiper chaque soldat avec les outils appropriés à son rôle. Accepter la complexité logistique pour atteindre l'efficacité tactique. Privilégier la capacité de production et la fiabilité sur la perfection théorique. Cette philosophie est rendue possible par la capacité industrielle des États-Unis. L'Allemagne ne peut rivaliser avec la production américaine. L'écart en matière d'armement se creuse au lieu de se réduire. La formation et la tactique peuvent atténuer certains désavantages, mais un équipement inférieur coûte finalement des vies. Hénamant signe et date le rapport le 23 décembre 1944, le soumettant par les voies officielles. 2 jours plus tard, la bataille des Ardennes atteint sa phase critique. Les forces allemandes sont bloquées face à la résistance américaine, comprenant, oui, des combats acharnés menés par des soldats équipés de M1 carbine. Les troupes aéroportées, les équipages de chars, le personnel en arrière, tous contribuent à la puissance de feu qui aide à stopper l'avancée allemande. Le rapport d'Hénamant, comme sa précédente analyse de la M1 Garand, progresse lentement à travers la bureaucratie allemande. Il n'atteindra jamais Hitler et n'influencera jamais la politique ou l'approvisionnement. Lorsque les officiers supérieurs le lisent enfin, la guerre est presque terminée, mais le rapport survit. Après la reddition allemande en mai 1945, les équipes américaines de renseignement technique le retrouvent dans les archives de Kummerdorf. Ils le traduisent et l'étudient avec intérêt. Le rapport confirme ce que les concepteurs d'armes américains pensaient. La carabine est un concept solide, répond à un besoin tactique réel, exploite les forces industrielles américaines et confère un avantage que les ennemis reconnaissent et ne peuvent contrer. Après la guerre, la M1 carbine influence le développement des armes légères militaires dans le monde entier. Le concept d'une arme de puissance intermédiaire pour des rôles non-infanterie est largement adopté. L'Union soviétique développe la carabine SKS. La Grande-Bretagne expérimente diverses armes à cartouches intermédiaires. La France adopte le MAS-49. L'idée que tout le monde n'a pas besoin d'un fusil de bataille à pleine puissance et que des armes optimisées pour des rôles spécifiques créent des forces mieux équipées devient une pensée militaire standard. Les Américains eux-mêmes évoluent au-delà de la carabine. La M2 carbine, capable de tir automatique, voit un service limité en Corée. Mais le concept de cartouche intermédiaire continue d'évoluer.
La cartouche 5,56 x 45 mm utilisée dans le fusil M16 est un descendant spirituel de la philosophie de la .30 carbine. Plus légère qu'une cartouche de fusil standard, efficace à des distances de combat pratiques, permettant aux soldats de transporter plus de munitions. Le concept de fusil d'assaut, inauguré par le STG-44 allemand, combiné au concept de cartouche intermédiaire de armes comme la carabine, a donné naissance aux fusils militaires modernes. Mais en 1944, la M1 carbine représente quelque chose que l'Allemagne ne peut égaler. La capacité d'armer des millions de soldats avec des armes semi-automatiques adaptées à leurs besoins spécifiques. Car l'ENAMAN comprend cela. Son rapport le souligne clairement. La carabine n'est pas l'arme la plus puissante. Elle n'a pas la plus grande portée, mais c'est l'arme appropriée pour ses usages prévus, et les Américains peuvent la produire en quantités inimaginables pour l'Allemagne. Il y a ici une leçon plus large sur les approvisionnements militaires et la doctrine. Les Allemands ont conçu leurs armes pour être optimales en performance. Le CAR-98K est un excellent fusil à verrou, probablement le meilleur de son type, mais c'est un fusil à verrou à une époque où le semi-automatique procure des avantages décisifs. Le STG-44 est probablement plus avancé que tout ce que les Américains ont déployé, mais l'Allemagne ne pouvait pas en produire en nombre significatif. L'excellence technique sans capacité industrielle pour soutenir la production de masse est une recette pour la défaite. Les Américains ont conçu des armes suffisamment performantes, mais excellentes en matière de production. Le M1 Garand est plus lourd qu'idéal. La M1 carbine a une portée limitée. Mais les deux armes sont fiables, efficaces pour leur rôle, et surtout, produisibles à des millions d'exemplaires. Les usines américaines fabriquaient les armes plus rapidement qu'elles ne pouvaient être distribuées. Les soldats qui perdaient leur fusil en recevaient immédiatement un autre. Les armes endommagées étaient remplacées plutôt que réparées. Voilà l'avantage de la suprématie industrielle transformée en efficacité militaire. ENAMAN survit à la guerre. En 1946, des officiers américains du renseignement l'interrogent. Ils s'intéressent aux évaluations allemandes des armes américaines. ENAMAN est franc. Il leur montre ses rapports sur le Garand et la carbine. Un major américain lit attentivement le rapport sur la carabine, puis demande « Pensez-vous que la carabine a influencé l'issue de la guerre ?» ENAMAN réfléchit, puis répond « Pas elle seule, non, mais elle fait partie d'un tableau plus large. Vous, les Américains, avez compris quelque chose que nous n'avions pas saisi. La guerre moderne exige d'armer tout le monde, pas seulement l'infanterie. Vos troupes de ravitaillement pouvaient combattre. Vos équipages de véhicules pouvaient combattre. Votre personnel d'état-major pouvait combattre. Quand vos lignes pliaient, il y avait toujours quelqu'un avec une arme capable de résister. Nos lignes se brisaient parce qu'une fois l'infanterie dépassée, il n'y avait rien derrière elle, si ce n'est des hommes armés de pistolets. La carabine n'a pas gagné la guerre, mais elle a rendu votre armée plus profonde, plus résiliente. Des petits avantages comme celui-ci, répétés des milliers de fois, comptent. Le major américain hoche la tête. Il demande si l'Allemagne aurait pu produire quelque chose de similaire. ENAMAN secoue la tête. Pas avec notre situation industrielle. Nous essayons toujours d'en faire trop avec trop peu. Vous aviez le luxe d'optimiser vos armes pour des rôles spécifiques parce que vous pouviez vous permettre la production et la logistique. Nous devions faire des compromis. Un fusil pour tous, une seule munition. Votre méthode est meilleure, mais elle nécessite des ressources que nous n'avions jamais. Aujourd'hui, la M1 carbine est reconnue comme l'une des armes les plus réussies de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 6 millions d'exemplaires ont été produits. Elle a servi en Corée, dans les premières années de la guerre du Vietnam, et avec diverses forces militaires et policières dans le monde entier pendant des décennies. Les collectionneurs la recherchent. Les anciens combattants s'en souviennent avec affection. Sa légèreté, sa taille pratique et sa fiabilité en ont fait une arme populaire auprès de ceux qui la portaient. Elle n'était pas l'arme la plus puissante, mais elle était la plus pratique pour de nombreux rôles. L'évaluation allemande de la carabine révèle quelque chose d'important sur la façon dont la guerre a été gagnée. L'équipement supérieur comptait. La capacité industrielle comptait. Mais plus encore, l'analyse réfléchie de ce dont les soldats ont réellement besoin, plutôt que ce qui semble impressionnant sur le papier, c'est ce qui comptait le plus. Les Américains ont réussi parce qu'ils comprenaient les besoins réels de leurs soldats et disposaient de la capacité industrielle pour y répondre à grande échelle. En novembre et décembre 1944, des ingénieurs allemands ont examiné les fusils et carabines américains capturés. Ils ont documenté les spécifications techniques. Ils ont analysé les implications tactiques. Ils ont rédigé des rapports détaillés expliquant exactement pourquoi leurs troupes étaient surclassées. Ces rapports n'ont jamais changé la situation de l'Allemagne. La guerre était déjà perdue.
La capacité industrielle, les erreurs stratégiques et les limitations en ressources avaient scellé le sort de l'Allemagne bien avant que les ingénieurs étudient les armes capturées. Mais les rapports servent de témoignage historique d'un moment où l'Allemagne a confronté une vérité inconfortable. Les Américains ne gagnaient pas seulement parce qu'ils avaient plus de soldats ou plus de ressources. Ils gagnaient parce qu'ils avaient une meilleure doctrine, une meilleure logistique et une meilleure compréhension de ce dont les soldats modernes ont besoin pour combattre efficacement. La M1 Carbine, une arme souvent négligée au profit d'équipements plus spectaculaires comme les chars et les avions, représente cet avantage américain en miniature. C'est une solution pratique à un problème réel, produite en masse avec une qualité constante et distribuée aux soldats qui avaient exactement besoin de ce qu'elle offrait. Parfois, les guerres ne se gagnent pas grâce aux armes extraordinaires, mais grâce à des milliers de petits avantages cumulés qui créent une supériorité écrasante. La M1 Carbine était l'un de ces avantages. Les ingénieurs allemands l'ont compris. Ils ont écrit. Ils ont envoyé le rapport dans la chaîne de commandement. Mais en décembre 1944, cela n'avait déjà plus aucune importance.